Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball on Air. On est de retour avec quelques semaines de retard, et oui, car à l'image des joueurs parisiens sur le terrain, on a eu quelques difficultés sur l'épisode 2. Mais le voici enfin, sans problème. Au programme aujourd'hui, un gros débrief du début de saison difficile pour Paris. Difficile parce qu'au bout de 5 journées, Paris est simplement dernier de Betclic Elite. On va détailler pour chaque point qu'on voulait vous détailler aujourd'hui, ce qu'on va appeler les points charnières de ce début de saison. Pour m'accompagner, la fine équipe, l'équipe habituelle, je vais commencer avec Lilian. Salut Lilian. Salut Flavien. Et comment vas-tu ? Bon écoute, ça va. Au final, pas si mécontent que le podcast qu'on avait pré-enregistré ne soit pas passé, parce qu'au final, il n'y a pas grand-chose qui a changé à Paris. On va pouvoir un peu redire nos arguments, ils ne seront pas complètement tombés dans l'oubli. Et avec Lilian et moi, comme d'habitude, notre ami Antoine est avec nous. Salut Antoine. Salut les gars, comment ça va ? Comme une lanterne rouge de Betclic Elite, on va dire. Hein. On est bien au fond du classement. Donc c'est partagé. C'est un peu ça, voilà. Bon, comme d'habitude, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est @ParisB-8OnAir. Facebook et Instagram, c'est Paris Basketball on Air. Évidemment, vous pouvez retrouver toute l'actu du club sur notre site parisbasketball-onair.fr. Et nous, on commence tout de suite. Et vous l'attendiez depuis un peu trop longtemps, désolé. Paris Basketball on Air, saison 3, épisode 2, c'est parti. Salut la famille, c'est Loïc Gendré, meneur au Paris Basket. On est là et là vous écoutez le podcast de Paris Basket on Air. Et on va démarrer avec un premier point qui est, je pense, le plus important. On va commencer par le gros morceau de ce podcast, qui est la défense de Paris. Alors, Paris, comme je disais en préambule, est dernier du championnat. Une seule victoire à Cholet la semaine passée et 4 défaites pour débuter la saison. Paris est actuellement la 17e défense du championnat, avec énormément de statistiques qui vont un peu contre justement cette idée que Paris est une bonne défense, en tout cas, sur le début d'année. Messieurs, je vais commencer avec toi, Antoine. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que Paris est une mauvaise défense sur ce début de saison, au-delà de simplement les points encaissés par match ? Au-delà des points encaissés, déjà c'est s'adapter à une nouvelle division. La Betclic Elite a un niveau beaucoup plus relevé que la Pro B. C'est simple à dire, mais il faut s'en rendre compte. Le coach l'a dit lui-même, que le niveau n'est pas le même, que le talent des joueurs en face n'est pas le même. Et donc l'intensité n'est pas la même non plus. Après, il en est conscient déjà, ce qui est un bon point. Il n'a pas tellement eu le temps de le travailler entre certaines rencontres, puisqu'il y a eu des enchaînements de matchs. Après, si je dois retenir un aspect au-delà des points, comme tu l'as dit, ça serait les rebonds. Par exemple, Paris laisse beaucoup de rebonds à ses adversaires. C'est la 17e équipe au rebond. Ils prennent que 31 prises par match. Il me semble qu'il n'y a que Dijon qui est au niveau inférieur à Paris. Donc ça, c'est des aspects qui sont vraiment à travailler. Je trouve que Paris laisse aussi un paquet de tirs ouverts. Ça me rappelle le match contre Gravelines, notamment, où quand tu laisses un joueur comme John Jenkins, notamment, shooter, c'est ficelle, quoi. Donc il y a vraiment un manque de concentration, de dureté. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars. Ouais, avant de lancer Lilian, c'est vrai que j'ai pas fait les résultats depuis, hein, mais il y a eu la défaite en ouverture à Dijon de 16 points. Il y a eu ensuite la défaite contre Gravelines de 8 points, 90-82. La défaite contre Rouen à domicile d'un petit point avec le shoot de la gagne pour Jeanne Béguerin qui n'est pas rentré. On a eu ce miracle un peu à Cholet avec la victoire au buzzer cette fois-ci, un buzzer signé Kyle Holman avant le revers là, de cette semaine. On ne parle pas du tout de la Coupe de France qui est un peu à part parce que Paris n'a pour l'instant joué avec des équipes dans des divisions inférieures. Mais tout ça pour dire que Paris, sur les 5 matchs, a encaissé plus de 90 points dans 4 d'entre eux. Lilian, toi, tu partages un peu l'avis d'Antoine. Est-ce qu'on laisse beaucoup de tirs ouverts côté parisien ? C'est quoi le gros problème ? Ouais, pour moi, le gros problème, Antoine l'a ciblé. Il a parlé alors d'intensité et de concentration. Moi, je vais peut-être plus parler de concentration. Je trouve que c'est vraiment ce qui fait défaut à l'ensemble des joueurs parisiens sur ce début de saison. On voit de grosses erreurs qui coûtent des points vraiment, mais vraiment bêtement. On en parlait en off, mais moi, je trouvais que vraiment le début de match face au Mans, c'est aussi le plus récent dans le temps, donc on en a les meilleurs souvenirs, mais était vraiment criant sur ce point
que ce soit par exemple au rebond, les box-out, que ce soit sur la pression qu'on met aux porteurs de balle adverse, des fois on monte un peu trop haut, ou ce genre de choses. Et je trouve que vraiment, il y a des errements au niveau de la concentration sur 24 secondes de défense qui sont vraiment, pour des joueurs de première division, c'est assez dérangeant. Et le problème, c'est que je trouve que c'est pas forcément quelque chose sur lequel le coach peut avoir une influence. Je veux dire, si les joueurs ils sont pas focus dès le début du match, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, on sent qu'il y a du potentiel et c'est ça qui est peut-être le plus frustrant, mais les joueurs se pénalisent eux-mêmes par des errements qui coûtent gros à la fin du match. Ouais, c'est vrai, on peut peut-être parler un peu plus statistique. Antoine le disait, 17e défense, enfin 17e équipe du championnat au rebond, 17e équipe au rebond défensif. C'est la deuxième équipe qui a le pourcentage de tirs adverses le plus élevé, que ce soit au tir et à 3 points. Une équipe qui concède énormément de rebonds, qui, face aux autres équipes, encaisse 22 passes décisives. Enfin, c'est une équipe qui, globalement, dans sa défense, est larguée, on va dire, hein, sur ce début de saison, pas au point. Et à l'inverse, pour quand même donner une note positive, Paris est l'équipe qui réalise le plus de contres par match. Mais effectivement, quand on a un défenseur comme Ismaël Kamagaté qui est en protection de cercle et déjà dans le très haut niveau du championnat, c'est plus simple. Mais c'est une stat que je trouve, et je ne sais pas si vous êtes d'accord, Antoine, je vais te lancer là-dessus, si vous êtes d'accord, mais la stat des contres où Paris est premier, je la trouve limite que c'est une stat individuelle par rapport au début de saison d'Ismaël Kamagaté, qui pourtant n'a joué que 10 minutes contre Le Mans là, dimanche, n'a pas été bon, mais que cette stat ne reflète pas du tout la capacité que Paris a à être présent dans sa raquette et à encaisser peu de points là-dedans. Mais clairement, je pense que tu as tout dit. En fait, cette stat-là, elle est totalement contradictoire avec la globalité de la défense parisienne depuis le début de saison. Et surtout, elle est gonflée par la performance d'Ismaël Kamagaté contre Rouen qui met 9 contres. C'est pour ça que la stat, elle est vraiment très haute. J'ai plus en tête les stats, par exemple, contre Le Mans, mais je pense qu'on a dû mettre 2 ou 3 contres enfin 2 ou 3 contres. De mémoire, il n'y en a qu'un seul. Donc, il y en a 15. Oui, et c'est dans le quatrième quart-temps, si je ne me trompe pas. Mais non, cette stat-là, elle est, pour l'instant, c'est que mon avis, elle est tronquée du fait de la très très bonne performance d'Ismaël Kamagaté contre Rouen. Et je pense qu'elle va se stabiliser. Paris restera une bonne équipe au contre quand Kamagaté trouvera son rythme de croisière et on restera une équipe solide. Mais c'est vrai qu'elle est totalement contradictoire avec la défense globale, je trouve. Lilian, est-ce que tu trouves que cette équipe parisienne, comment évolue en fait la défense de Paris depuis le premier match? On avait vu, je dirais, un match presque cohérent en défense à Dijon et avec juste David Holston qui avait été absolument monstrueux. Derrière, ça a été beaucoup plus compliqué. On n'a pas réussi à renclencher la machine. Comment tu trouves que cette défense évolue dans le temps depuis le 1er octobre? Elle reste assez fidèle à ce qu'elle faisait l'an dernier, dans les intentions en tout cas, c'est-à-dire de monter assez haut sur le porteur de balle et d'être vraiment de jouer beaucoup aussi par exemple tout ce qui est interception pour essayer de créer du jeu rapide. Et le problème, c'est que la grosse différence avec l'an dernier, c'est que Paris n'avait pas forcément une énorme défense pendant 40 minutes, mais arrivé à certains moments clés pendant 3, 4, 5 minutes à vraiment mettre le verrou en défense et faire que l'équipe adverse soit incapable de marquer. Et c'est des choses qu'on ne retrouve pas cette année, où vraiment à des moments clés, notamment cette année, c'est vrai, sur ce début de saison, c'est notamment les fins de match où Paris n'arrive vraiment pas à pouvoir stopper l'adversaire. En fait, c'est un ping dans les fins de match en ce moment, c'est un ping-pong permanent. Ça a réussi à Cholet grâce à un gros shoot d'Allman, mais dans toutes les autres rencontres, où au final Paris était dedans dans chaque rencontre quasiment. Même là, dimanche face au Mans, à un moment, Paris revient à 4 points seulement à 3-4 minutes de la fin. Et on se dit que c'est jouable. Mais cette incapacité à pouvoir faire rien que 1, voire 2 stops consécutivement, ça fout les Parisiens dedans et ça fait qu'ils n'arrivent pas à repartir victorieux des rencontres. Et c'est le problème, on a du mal à retrouver à un moment cette intensité sur
quelques possessions qui faisaient la force de Paris auparavant. Et là, on ne la retrouve pas. Même si je le répète, je trouve que Paris ne manque pas les joueurs en tout cas ne manquent pas d'envie sur les possessions. C'est juste que vraiment, de temps en temps, il y a des gros errements. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé que dimanche, Paris a voulu être encore plus agressif sur le ballon. Peut-être parce qu'au Mans, il manquait le meneur de jeu titulaire. Alors peut-être qu'on a voulu mettre de la pression sur les porteurs de balles, mais ils en sont plutôt bien défaits en donnant notamment la balle à leurs intérieurs qui ensuite pouvaient redispatcher sur les shooters. Mais ouais, là, je me demande face à. J'anticipe un petit peu, mais pour les 2 prochains matchs, face aux Armadas que l'on va affronter, ben, je me demande bien qu'est-ce que Paris va pouvoir faire, qu'est-ce que Paris va pouvoir changer pour tenter en tout cas de limiter Monaco puis l'Asvel à domicile plus tard. Bah, moi, c'est intéressant parce que je trouve contre le Mans, qui était avant de venir à Paris dimanche, et je crois qu'elle l'est toujours, qui est l'équipe qui prend le plus de rebonds par match cette année. Euh, et je trouve que Paris a voulu justement rentrer dans cette intensité et jouer un peu sur ce qui fait sa force, hein. Clairement, Paris joue très dur, entre guillemets, mais n'a pas réussi contre le Mans parce que le Mans a fait exactement la même chose. Et je trouve que le MSB a très bien suggéré leur intensité tout le long du match, à l'inverse de Paris qui a eu un gros bas en début de rencontre et qui s'est mis, enfin, qui n'a pas réussi dès le début du match à tenir l'attaque. En attaque, c'était pas trop mal, mais encore une fois, même nous en off, on en parle souvent. Le Paris Basketball, c'est une équipe qui, en attaque, fonctionne bien parce qu'elle met beaucoup de tirs un peu chanceux ou difficiles ou des exploits individuels. Et c'est vrai que j'ai trouvé que défensivement, dans la dureté, dans l'intensité, Le Mans avait quelque chose de plus. Antoine, peut-être pour mettre en perspective un peu toutes les statistiques qu'on a données, et c'est vrai qu'après, je pense qu'on peut parler des 2 matchs qui vont arriver. Paris est l'équipe c'est la 5e du championnat à tenter le plus de tirs. Paris joue, on le sait, justement par cette envie de jouer sur la transition, de jouer beaucoup de possessions, beaucoup de jeux rapides. Est-ce qu'avec cette pace élevée, ça ne trompe pas un peu les stats justement de ce nombre de rebonds justement, est-ce que ça ne monte pas les stats de l'adversaire en fait face à Paris quand on joue peut-être 10, 15, 20 possessions de plus sur un match que d'habitude? Si, clairement, Lilian a parlé de ping-pong très justement avec l'équipe adverse. Le match contre Rouen en est un exemple où on a joué un jeu d'attaque-défense avec l'équipe de Jean-Denis Choulet qui est un petit peu spécialisé là-dedans. Donc c'est vrai que ce jeu de transition, oui, et qui est la pire défense, bah, ça s'est fini en 97-98. Vraiment, ça a été un jeu de ping-pong où personne n'a réussi à prendre le match à son compte ou à couper le run de l'adversaire. Après, oui, c'est sûr que ce jeu en transition, il peut te faire du mal au final, hein, quand on regarde un petit peu au-delà des stats comme tu as dit, multiplier ces possessions-là, ça prend. Désolé, je me suis perdu là. En fait, je suis en train de respirer. Bon, pas de souci. Je Je voulais fais du avec le coup, nez. je voulais rebondir sur les 2 matchs d'après. Lilian, t'as lancé un peu là-dessus. Les 2 prochains matchs contre Monaco, donc déplacement à Monaco le 31 octobre et la réception de l'Asvel le 6 novembre. Ça va être des matchs contre les 3e et 4e équipes au rebond cette saison. Est-ce qu'il y a encore plus moyen de s'inquiéter que quand tu affrontes des Armadas pareils? Forcément, après, tu peux te dire que pour ces 2 équipes-là, le championnat, c'est pas leur seule priorité. C'est là où tu peux te dire que tu peux peut-être si tu fais un bon début de match, peut-être les attraper un petit peu par surprise. Mais bon, ça va être compliqué. Après, c'est 2 équipes qui n'ont pas forcément qui n'ont pas forcément leur force sur les mêmes, comment dire, sur le même poste. On va dire peut-être Monaco, c'est un peu plus sur les arrières avec Mike James, avec Paris Lee, avec Au regret. voilà. Et alors que l'Asvel, contrario, c'est peut-être, on l'avait vu au Paris European Games, c'était peut-être plus un peu sur les ailiers et sur leurs intérieurs, même si voilà, il y a Elio Kobo à la main quand même. Mais je trouve ces 2 équipes un petit peu aux forces différentes. Et voilà, bah, pour Paris, il va falloir essayer de trouver des solutions. En tout cas, il ne faudra pas jouer l'attaque, ça c'est clair. Ça, ces équipes-là qui ont tellement de munitions que à ce petit jeu-là, tu vas perdre. Il faut durcir le match. Il faut peut-être essayer de jouer
petit peu plus lentement, même si tu peux avoir envie de jouer certaines possessions vite, mais quand tu sens que voilà, la possession, tu n'arrives pas à faire la différence sur les 4-5 premières secondes, c'est peut-être de poser le jeu et de faire tourner un peu le chrono pour justement, toi, avoir possiblement après des replis défensifs qui soient un petit peu plus tranquilles, où toi, tu n'as pas besoin forcément de courir. Donc, on verra bien. Mais c'est sûr que là, Paris en 1-4, et possiblement, après ces 2 matchs-là, tu peux être en 1-6 et donc toujours dernier, quoi. Ouais, c'est surtout ça la finalité, c'est de gagner les matchs et de pouvoir ressortir de la zone rouge. Je vous propose qu'on avance et qu'on passe sur le deuxième point, un peu clé, un peu charnière de ce début d'année. Vous avez fait la preview en début de saison, mais on n'en a pas forcément débriefé depuis en fait leur arrivée. Je voulais parler des recrues. Je voulais qu'on parle de Kyle Quinn et de Kyle Holman qui ont donc débuté. Alors, Kyle Holman avait joué les Paris Urban Games. Mais Kyle O'Quinn, il a démarré avec la Coupe de France, donc c'était il y a un mois maintenant. On va démarrer d'ailleurs par Kyle O'Quinn, qui donc a joué 4 matchs, une fois titulaire. Il vaut 11,5 points, 5,5 rebonds, 1,3 contre pour 12 dévals en 23 minutes. Tiens, je vais commencer avec toi, Antoine. Très généralement, qu'est-ce que tu penses? Comment tu analyses le début de saison de Kyle O'Quinn avec Paris? Est-ce qu'il est conforme aux attentes qu'il y avait en début de saison? Ses débuts, non. Je le trouvais un peu fatigué, normal. Physiquement, il n'était pas dedans. Manque d'intensité, manque de compréhension du jeu, clairement, contre Dijon et Gravelines. Gravelines, dans lequel il commence. Et petit à petit, contre Cholet, je l'ai trouvé un petit peu plus intéressant, plus en forme. Vraiment, il a commencé à montrer qu'il a un vrai toucher, notamment mi-distance, puisqu'il est à 50% contre Cholet, il prend 10 tirs. Contre Le Mans, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Pour terminer sur ce match, il finit à 21 d'évaluation, 18 points, 4 rebonds. J'ai encore du mal avec son jeu à l'intérieur. Il va falloir qu'en fait, je pense que j'attends trop de lui à l'intérieur. Je l'attends beaucoup trop dominant à l'intérieur, alors qu'il a tendance à s'écarter. Pour l'instant, après on verra. Mais non, ça monte en puissance tout doucement. À voir jusqu'où ça peut aller, mais je trouve ça assez intéressant. Lilian, toi, comment tu juges les premiers pas de Kyle O'Quinn? J'ai résumé en disant c'est une bonne action, 2 mauvais points à chaque fois. C'est ces écrans, moi, qui m'énervent beaucoup. Non, mais vraiment, Lilian, je trouve que à chaque fois qu'il fait un bon truc, et ben derrière il y a deux erreurs ou deux choses qui moi me déplaisent. En tout cas, il y a vraiment des beaux flashs, notamment en attaque, et qui sont vraiment intéressants parce qu'il est vraiment dans des registres un petit peu différents qu'on peut avoir avec Ismaël Kamagaté ou Dustin Sleva. Il y a son petit shoot à mi-distance, soit en face-up, soit qui peut en étant dos au panier et en se retournant. Il peut même shooter un petit peu à 3 points, donc ça écarte le jeu. Ça peut vraiment jouer avec un pivot qui écarte le jeu à ce point, ça peut vraiment être intéressant. Mais des fois, un peu à l'image de l'équipe parisienne en défense, il y a de ces errements en défense, par exemple, qui sont on attend d'un joueur de ce niveau-là que justement, lui ne fasse pas ce type d'erreur que pourrait faire un jeune, par exemple. Mais des fois, il est là, il regarde passer le ballon et ah bah oui, l'adversaire a marqué. Et c'est super frustrant parce qu'on a forcément de grosses attentes pour lui. Et sur certains points, il déçoit. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au début de saison, comme Antoine, je trouvais qu'on sentait vraiment qu'il physiquement, il n'était pas prêt. Et c'est compréhensible, il n'a pas fait toute la préparation. Il est arrivé, au final, il était peut-être arrivé 2 semaines avant les premiers matchs. Donc bon, le temps qu'il se mette dans le... Même pas. Bon, voilà. Bon, c'était compréhensible sur les premiers matchs. Et là, franchement, sur les derniers matchs, il montre des bonnes choses, mais il y a juste des fois des erreurs qui sont tellement... C'est frustrant, en fait. Là, c'est vraiment... Kyle O'Quinn, c'est un peu à l'image de l'équipe. C'est frustrant parce qu'on sent vraiment tout ce qu'il peut apporter à l'équipe, mais qu'il y a des fois, il fait vraiment des erreurs fâcheuses qui coûtent beaucoup. Et au-delà des erreurs, il y a même sur des phases en transition où il marche. Genre, ça part en contre-attaque et il marche. Genre, il manque un pivot à l'intérieur, quoi. Mais après, là, il peut pas trop suivre les petits jeunes qui courent très vite à Paris. Hein. On va pas non plus, Ça oui, mais non, mais moi je me rappelle, c'est une phase de transition avec Botwright. C'est même pas Bégarin ou Holman qui remonte la balle, c'est Botwright qui remonte la balle. Et vraiment, Botwright se met derrière la ligne à 3 points et en fait, il s'arrête parce qu'il se rend compte que toute son équipe ne le suit pas. Et tu vois Kyle O'Quinn qui attend derrière. Vraiment, il n'y a aucun moment il va aller se placer dans la raquette.
Moi, pour aller dans votre sens, j'ai pas du tout aimé son début de saison, honnêtement. Je trouve que c'est mieux. J'ai pas mal aimé son match contre Le Mans, honnêtement, juste en attaque. Alors, en défense, c'est toujours très problématique pour moi, comme le disait Lilian, une bonne chose, deux choses mauvaises. Mais en attaque, pour le coup, depuis Cholet, il y a quand même pas un joueur nouveau, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, un joueur qui s'affirme au niveau qu'il devrait quasiment avoir. Ce face-up là, mi-distance, honnêtement, j'ai l'impression, je sais pas, que j'ai pas les stats, je sais pas sur combien il en a mis, mais j'ai vraiment l'impression que le pourcentage est très très élevé. Et petit à petit, j'ai l'impression qu'il arrive à se mettre au niveau. Effectivement, peut-être que c'est dû à son niveau physique de départ quand il est arrivé à Paris, qui était catastrophique. Je l'avais vu jouer contre Angers en Coupe de France. C'était c'est simple, hein, le coach en conférence de presse disait qu'il ne pouvait pas traverser le terrain. Parce que ça rejoint ce que dit Antoine quand il marche en contre-attaque. C'est un garçon qui n'est pas arrivé en forme physique. Et à mon avis, pour qu'il soit au meilleur de ce qu'il est capable de faire sur le terrain, le physique doit être à 100% parce que là, encore en attaque, c'est bien ce que je dis, mais vraiment défensivement, il fait partie des choses qui font que cette défense parisienne ne marche pas. Et justement, j'avais une question, peut-être pour Lilian. On parlait en début de saison, on ne savait pas trop quelle association allait être faite en début d'année. Pour l'instant, le choix qui a l'air d'être fait, en tout cas sur le 5 de départ, c'est Dustin Sleva et Ismaël Kamagaté. Comment tu trouves l'intégration et comment dire, le fit avec Sleva et Kamagaté pour Kylo Quinn? Comme on s'y attendait, je trouve que en fait, c'est un peu là pour le moment, c'est un peu soit le match d'Ismaël, soit le match de Kylo Quinn. Et à chaque fois, avec accompagner les deux, c'est Dustin Sleva, mais ça, on s'en doutait que enfin, Sleva, il allait fitter avec peu importe avec qui tu le mets, de toute façon, il fit avec tout le monde. Mais c'est un peu lui qui colmate un peu les brèches. Mais à chaque fois, on sent, voilà, contre Le Mans, Ismaël, il a joué que 10 minutes, il n'était pas forcément dedans. Les fois où Ismaël était très fort, Kylo Quinn, il a eu moins de minutes, il était aussi moins dedans. Et forcément, avec les quelques très bons matchs qu'a fait Kamagaté, forcément, tu as envie de lui laisser de la place. Donc on sent que pour l'instant, c'est un peu des deux. En même temps, bon, c'est deux joueurs qui jouent vraiment sur le poste de pivot, alors que Sleva, tu peux vraiment le faire alterner, même si on a vu que voilà, O'Quinn et Kamagaté peuvent aussi jouer sur le poste 4, mais tu sens que c'est les deux vrais pivots. Il faudra voir quand il y aura aussi Amarassi, qui jouera là où tu auras vraiment tes quatre intérieurs, où tu peux vraiment changer tes duos. Pour l'instant, c'est un petit peu chacun son match, mais on verra bien. Et puis, pour terminer peut-être sur O'Quinn, on sent aussi qu'il est en rodage au niveau vraiment de l'adaptation au championnat. Il parle encore beaucoup avec les arbitres, notamment au match à Cholet où il parlait beaucoup. Ah bah, il prend une technique en fin de match contre Le Mans qui termine complètement les espoirs de Paris. Voilà, Ouais, il parle beaucoup, beaucoup aussi. il y a souvent des fois on voudrait qu'il aille chercher à l'intérieur, mais souvent il fait des petites fautes offensives, genre Le Mans, il y avait un marché, contre Cholet aussi, à un moment, il met un coup d'épaule, on lui siffle une offensive. On sent voilà qu'il y a une petite adaptation aussi, il faut qu'il se fasse à un nouveau championnat, comme tout autre joueur, et on a beau avoir 400 matchs NBA dans les pattes, il faut s'adapter à de nouvelles règles, à des joueurs qu'on ne connaît pas forcément. Et puis voilà, et surtout à des adversaires qui savent la valeur du joueur et qui veulent aussi lui rentrer dedans et pas lui faciliter la tâche pour qu'il s'adapte dans les matchs. Donc voilà, mais en tout cas, sur les derniers matchs, c'est sur la bonne voie. On espère qu'il va surtout pouvoir élever son plancher en défense et on espère que ça ira mieux pour Paris. Mais dans la défense, c'est pas non plus le seul fautif. Des fois, il se retrouve, il a un arrière qui lui arrive en pleine balle dessus. Si c'est pas aussi bien contenu avant par les postes extérieurs, c'est aussi difficile de soi-même faire le taf défensivement. Eh ben, tu parles des postes extérieurs. Très bonne transition parce qu'on va parler de Kyle Holman, qui est donc lui arrivé cet été, qui lui est arrivé plus tôt parce qu'il avait signé en juillet, qui avait fait la préparation avec Paris et qui donc, on peut dire, est quand même un peu plus impactant sur ce début de saison. Pour les stats de Kyle Holman, lui, il a joué tous les matchs de championnat. Il a starté les 5 fois. Il est à 17,4 points de moyenne, ce qui en fait le cinquième marqueur du championnat. Il vaut 5 passes décisives par match, 2,2 rebonds.
17,6 déval. Je vais te lancer Antoine là-dessus directement. Qu'est-ce que toi tu penses du début de saison de Kyle Holman? Évidemment, j'ai oublié, il y a le buzzer beater contre Cholet pour la première victoire de Paris. Ben, que dire de Kyle Holman? J'aime beaucoup son début de saison. Ses deux premiers matchs, à l'image de Paris, hein, vraiment un peu compliqué quand même, surtout le match contre Gravelines où il termine à 8 déval, il me semble, 8 ou 9 à peu près. Beau leader offensif, hein, c'est vraiment un joueur super intéressant. Il a un jeu en pénétration que je trouve vraiment redoutable dans ce secteur-là. À 3 points, je trouve qu'il a tendance à s'obstiner parfois un peu trop quand il n'a pas de solution. Un peu à la Ryan Botwright. Défensivement, je trouve qu'il y a encore beaucoup à faire. Je trouve qu'il n'est pas assez actif. Mais non, c'est le joueur qu'on attendait, un slasher offensif qui arrive à trouver ses coéquipiers, qui provoque pas mal de fautes aussi. Contre Cholet, il en provoque 10, il me semble. Donc non, c'est vraiment le leader offensif dont Paris avait besoin. Lilian, est-ce que tu es d'accord est-ce que son apport offensif suffit à peut-être cacher un peu ses lacunes en défense? Oui. Oui, pour moi, oui. Moi, vous le savez, on en parle beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le joueur. Je pensais pas qu'il allait avoir autant la balle pour créer. Je trouve qu'il l'a vraiment beaucoup sur ce début de saison. Et ça me déplaît pas parce que je trouve qu'il est vraiment capable d'organiser le jeu à la fois c'est forcément, il prendra beaucoup plus de tirs pour lui que d'en donner pour les autres. Mais je trouve qu'il arrive plutôt bien à alterner, même si, voilà, Antoine l'a dit, des fois, il force un peu sur son tir extérieur, alors qu'on le sent tellement, des fois, à l'aise, rien que pour faire la différence face à son joueur pour aller au panier. Mais moi, je le trouve très intéressant. Après, ouais, tu l'as dit, là aussi, le bas blesse en défense, où on sent qu'il y a du potentiel sur l'homme, qu'il est capable de tenir en un contre un son joueur. Mais vraiment, il y a pareil des grosses erreurs par moment. Il y a un moment où, tout bête, hein, mais là, c'était dimanche, remontée de balle de Mathieu Gauzin. À un moment, il tourne la tête sur la droite pour voir s'il y a un écran qui arrive. Et Mathieu Gauzin, directement, il voit ça et il va au panier et il inscrit le drive, quoi. Donc, il y a ce genre de petites erreurs qui coûtent cher, mais il y a du potentiel. Et je trouve que vraiment, en attaque, de toute façon, là, c'est le leader offensif de Paris avec Ryan Botwright. Selon les matchs, chacun a plus ou moins son momentum, mais vraiment de belles apparitions et bon, ce sera définitivement le leader offensif de Paris cette saison. Très peu de déchets dans son drive. Tu regardes, il a un ballon perdu de moyenne, 1,5 pardon. C'est quand même très peu. Donc même si parfois il a tendance à s'acharner sur ses tirs, balle en main, quand il faut créer, je le trouve vraiment rassurant, je trouve. Mais Lilian, là, tu parlais de Ryan, justement, que c'est un peu un match chacun, mais je trouve justement que c'est un peu comme tu disais avec Kyle Quinn et Kamagaté, c'est que j'ai du mal encore à trouver une complémentarité une très bonne complémentarité entre les deux, alors que justement, cette attaque, moi je trouve que cette attaque fonctionne très bien parce que les deux ont énormément de qualité pour driver une équipe et que le début de saison de Ryan est vraiment très très bon, beaucoup plus que ce que je pouvais en tout cas imaginer en début d'année. Et je trouve qu'avec Kyle Holman, alors ça va venir, je ne suis pas du tout inquiet, mais je trouve qu'il y a un manque de complémentarité. Il a des difficultés sur la défense un peu collective, où il fait des erreurs. Et Ryan Botwright, on ne va pas se mentir, que ce n'est pas non plus un foudre de guerre défensivement. Et je trouve que cette paire, pour le moment, en fait, elle apporte très bien en attaque, mais en défense, c'est peut-être aussi là que le premier problème en fait vient. C'est tes premiers défenseurs sur une possession, c'était défenseurs extérieurs. Et je trouve pas que pour l'instant les deux soient suffisamment au niveau. Voilà, on a gagné, Paris a gagné en tout cas un match en le gagnant au buzzer très difficilement parce que tu as un joueur qui met 29 points, mais sinon, ils n'ont pas. Alors, là, après, je demande pour l'instant un niveau de compétition absolument incroyable, mais ils n'ont pas encore, je trouve, de quoi tous les deux être forts au même moment. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant ce truc sur la complémentarité en défense. C'est vrai que quand tu as on va dire deux joueurs un peu négatifs sur cette partie du terrain et qui sont tous les deux sur tes postes arrière, ça peut être handicapant. Donc, ouais, à voir. Faut peut-être dans les rotations, peut-être sortir un plus rapidement que l'autre pour le faire rentrer, mais à voir.
vrai que c'est d'autant plus flagrant quand tu vois rentrer Milan Barbic et Gauthier Denis. Défensivement, les systèmes, tout est plus facile quand ils rentrent. Ouais, puisqu'ils les ont un peu plus intégrés, ça fait un peu plus longtemps qu'ils sont là. Pour le dernier point de ce podcast, je voulais qu'on parle un peu de ce roster parce que, en tout cas, c'est l'idée que j'ai. Je voulais vous poser la question, est-ce qu'il manque un poste 3 à cette équipe? On s'était déjà posé la question en septembre. Aujourd'hui, Paris joue avec une rotation ultra serrée, du fait que Amara Si soit blessé à la cheville, du fait que Loïc Gendret joue très très peu, il a été aussi blessé en début de saison. Le fait que les deux jeunes pousses de Paris, que sont Mohamed Diawara et Pacom Dadier, peuvent difficilement avoir des minutes pour faire gagner l'équipe. Moi, je trouve en tout cas que sur ce début de saison, et ça rejoint peut-être un peu tous les problèmes qu'on cite en défense, qu'il manque un ailier à cette équipe, euh, juste simplement pour faire la rotation avec Jeanne Béguin. Parce qu'après, comme il manque un intérieur avec Amarassi, on peut difficilement décaler Dustin Sleva, par exemple, au poste 3 parce qu'on n'a pas suffisamment d'intérieur. Généralement, c'est Gauthier Denis, du coup, qui fait ce passage au poste 3 et c'est pas un bon poste 3, je trouve. Gauthier Denis est beaucoup plus intéressant au poste 2. Voilà, je voulais un peu avoir votre avis pour terminer ce podcast. Comment vous voyez un peu Est-ce que c'est un problème pour vous s'il manque un joueur ou pas? Peut-être Lilian pour commencer. Moi, je dirais que non. Je dirais que c'est pas en tout cas ce qui est la cause des problèmes de Paris. Je dis pas que c'est la Euh, cause, mais que ça pourrait régler quelques problèmes. d'accord. Je pense pas forcément que c'est la solution non plus. À moins, mais là c'est une hypothèse. On émet des hypothèses, mais si les pépins physiques d'Amarasti continuent à durer dans le temps, ça pourrait devenir peut-être primordial d'amener un nouveau joueur, notamment voilà, sur les postes ailier fort peut-être. Euh, mais pour moi, c'est pas un problème de. Allez, à la limite, je te le concède, il y a un problème de personnel peut-être sur les postes 1-2 quand tu as Botwright et Allman. Mais en soi, les joueurs ne se font pas physiquement enfoncer en défense. C'est vraiment des erreurs de concentration. Donc pour moi, rien que si tu règles ces petits soucis-là, ça ira déjà mieux. Et je vois pas. T'amènerais un autre joueur, un nouveau joueur qui connaîtrait du coup pas forcément les systèmes, qui devrait lui aussi s'adapter voilà, à des nouveaux coéquipiers, un nouveau système. Moi, je pense pas que c'est vraiment ce qui changerait tout. Je pense qu'il y a d'abord d'autres choses à régler avant de peut-être se poser la question d'amener un nouveau joueur dans cette équipe. Antoine, est-ce que tu es d'accord avec Lilian ou avec moi plutôt? Je suis plutôt d'accord avec toi, Flav. Je pense que ça peut devenir un problème. Je prends un exemple. Le match contre Cholet m'a vraiment marqué. Il y a des séquences en transition où Juan n'est pas là. Et je crois que c'est Holman qui remonte la balle très vite. Et en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas de solution en fait, sur ce poste-là. Il n'y a vraiment personne. Même si Gauthier Denis fait le travail, il a quand même du mal. C'est vraiment en arrière. Ce besoin d'un ailier ou de plusieurs ailiers, parce que quand Juan est sur le banc, il se fait ressentir en fait. Mais c'est un vrai problème. Parce que je pense qu'il faut un autre joueur sur ce poste-là, mais il faut un profil assez particulier. Il faut un joueur soit potentiellement jeune, soit un joueur d'expérience qui ne joue pas toutes les minutes de Juan, qui a besoin de jouer, clairement, qui doit être très utilisé. Et oui, ça peut devenir un vrai problème prochainement si Paris ne renforce pas ce secteur-là. Moi, plus offensivement que défensivement, je trouve qu'il y a vraiment des soucis offensivement avec ce poste 3 quand Jeune n'est pas là vraiment. Je ne sais pas si vous l'avez. C'est quelque chose on en avait déjà parlé aussi dans la preview en début de saison, où on disait qu'on avait beaucoup de joueurs porteurs de balles sur les postes 1-2, qu'on avait des joueurs sur les postes 4-5 plus intérieurs qu'ailier. Et au final, on n'a pas vraiment un pur ailier en dehors de Juan Begara, et encore, peut-être des fois, il est un peu sous-dimensionné. On n'a pas un vrai ailier, en fait. Il n'y a pas vraiment de poste 3 pur jus. C'est que des joueurs qui font que dépanner. Justin Sleva, des fois sur le poste 3, des fois on dit voilà Gauthier Denis, mais c'est pas des joueurs dont c'est le poste de prédilection. Ouais, et moi, tu vois, si c'est de Sleva qui passe poste 3, je me souviens de ces matchs, par exemple en 5 l'année dernière en Pro B, où c'était un calvaire pour lui. Et c'est pas forcément des joueurs qui sont spécialement à l'aise sur ce poste-là, qui le maîtrisent les systèmes d'ailleurs
pas spécialement non plus sur les postes, parce que tu changes de poste, donc tu réapprends le même système, mais juste en changeant de position, donc c'est pas forcément déjà aisé. Et d'ailleurs, on parle de Sinslava et Gauthier Denis, des joueurs qui sont au club depuis le début. Limite, ça aide en fait à ce que le poste 3 soit moins catastrophique, j'ai pas envie de dire ce terme-là, mais vous comprenez un peu l'idée quand Juan n'est pas sur le terrain. Donc voilà, il y a tout un. Pour moi, c'est juste une addition sur un joueur capable de faire de défendre et de mettre des trois serait bénéfique, effectivement, pour qu'un garçon juste vienne aussi suppléer Juan Béguin dans la suite de la saison. Mais Bah, c'est ce que tu vas-y. Non, bah, c'est ce que tu disais, Fleuve contre Le Mans, bah, en off, on en parlait. La rotation, elle est vachement réduite, hein. Encore, tu retires Amara, Pacôme, Dadier et Mohamed Diawara, tu peux pas tellement les faire jouer. Loïc Gendret, bon, c'est sur un autre poste. La rotation, elle est vraiment, vraiment, elle se réduit extrêmement vite. Si j'ai bien compté, Paris joue à 8 joueurs et c'est un peu compliqué hein, pour la suite de la saison. Pour un dernier mot, je voulais petit mot d'ailleurs, je voulais qu'on parle un petit peu des espoirs parce que pour en parler un petit peu, cette équipe qui a connu un début de saison très compliqué avec 4 défaites sur les 4 premiers matchs et qui, un peu à la surprise générale et même à la surprise des entraîneurs, vous le verrez sur le site dans la semaine, a gagné contre Le Mans ce week-end avec un gros money time de Pacôme Dadier. Voilà, donc les espoirs qui ont d'ailleurs remporté leur premier match, qui ont le même bilan que les pros, hein, donc, alors que c'était beaucoup moins attendu, on va dire, après 5 matchs. Sauf si vous avez un dernier mot, on peut s'arrêter là pour ce podcast, messieurs. Non, on peut conclure en espérant que voilà, malgré les 2 gros matchs qui arrivent, notre bilan podcast sera un peu plus positif, on va dire. Voilà. Vas-y. La petite victoire du Paris Basketball en Coupe de France, en 16e de finale. Oui, formalité, hein, très bon Ça fait match. plaisir contre Rouen, on a l'habitude de les jouer. Pas L'habitude forcément de les battre. jouer 4-5 fois par an. Heureusement que cette année, ce sera qu'une seule fois, logiquement. Voilà, donc pour terminer, je vous rappelle juste que vous pouvez vous abonner à nos réseaux sociaux, @ParisB-8OnAir sur Twitter, Paris Basketball On Air sur Facebook et Instagram. Comme je vous ai dit, vous pourrez lire un petit papier sur l'entraîneur espoir Thomas Pénelier qui était donc qui était là, qui est l'adjoint mais qui a entraîné pour ce match espoir et cette première victoire. Likez le podcast, partagez-le, n'hésitez pas à le faire découvrir à d'autres personnes. À mettre des pouces bleus sur YouTube, à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast, à commenter sur vos différentes applis pour écouter votre émission. Et nous, on va se retrouver du coup dans 2 matchs, après Monaco, après Lasvel, pour le prochain épisode. Ciao les gars, et à la prochaine. Bye bye.